Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 19 au 25 août 2024. Un numéro que nous entamons avec l'apparition du quotidien privé Mouri à la Voix du Niger en date du 20 août qui titre à sa une « Niger, une dynamique de paix, de réconciliation et de stabilité durable au pays du général Tchani ». Ainsi pour ce journal, c'est un grand ouf de soulagement au Niger que provoque le retour au bercail dans leur famille et leur caserne les 6 soldats nigériens otages de Jinim Akmi depuis le 20 mai 2024. Ainsi, le général Abdourahmane Tchani est l'homme le plus heureux du monde pour avoir surpris ses compatriotes et obtenu la libération des militaires nigériens des mains de leurs ravisseurs par le biais du dialogue constructif et apaisant les esprits et les cœurs selon le quotidien qui poursuit. En ouvrant cette brèche à la possibilité de retrouver et de réintégrer la nation nigérienne, le général Abdourahmane Tchani deviendra à terme le plus grand rassembleur de Nigériens tous horizons et de tous les temps. De plus, c'est pratiquement le gouvernement nigérien au grand complet qui s'est déjà mobilisé pour saluer le symbole de ce premier succès sur la libération des 6 soldats enlevés dans l'attaque de Boni, conclut Mouri à la Voix du Niger. Réaménagement technique du gouvernement, l'avertissement du général Tchani, s'exclame le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a frappé fort le samedi 17 août 2024. Il a tout simplement congédié du gouvernement sans autre forme de procès le ministre du pétrole Barka Bako Mohamed Mustafa. Il est vrai que ce n'était pas encore le remaniement gouvernemental profond tant attendu par l'opinion publique nationale. Mais le réaménagement technique du samedi 17 août sonne comme un avertissement pour les membres du gouvernement qui doivent se dire désormais qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Personne, même au sein de la haute sphère du pouvoir, ne s'attendait ce samedi 17 août 2024 à un remaniement technique du gouvernement, nous apprend La Roue de l'Histoire. En mère vérité, Ali Mohamed Lamine Zen a prouvé dans un style qui lui est propre que l'efficacité n'est pas synonyme de tempérament et qu'en tout état de cause, le langage de la vérité, de la justesse et du droit n'a pas besoin de voix forte ou de vaines gesticulations, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, d'après qui on a beau être aveugle et autiste, face à ce qui se passe, l'on est obligé, pour peu qu'on ait un minimum d'honnêteté, d'admettre que l'homme que d'aucuns prenaient pour une mauvaise carte s'est révélé un bon parti pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ali Mohamed Lamine Zen a prouvé dans un style qui lui est propre que l'efficacité n'est pas synonyme de tempérament et qu'en tout état de cause, le langage de la vérité, de la justesse et du droit n'a pas besoin de fortes voix ou de vaines gesticulations selon le journal pour qui son mérite est d'autant plus grand que le Niger, en 12 mois de combats multiples, a pu sortir la tête hors de l'eau, là où un certain Oumoudou Mahamadou, le renégat des bords de la Seine à Paris, prévoyait le désastre en 2 semaines. Lamine Zen n'a pas fait du boucan, mais il a servi honorablement les dessins de ce paradigme auxquels le peuple nigérien a souscrit avec enthousiasme d'après le Canard en furie. Interdiction de l'exportation des céréales du Niger, l'État doit dévancer les spéculateurs dans l'achat des céréales, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps, pour qui cette année, avec l'abondance de la pluviométrie, surtout au sud du pays, la récolte présage une bonne récolte. Il faut que cette interdiction soit élargie à d'autres produits agricoles comme le maïs, le niébé, pour assurer la sécurité alimentaire. Dans quelques semaines, certaines localités du pays vont débuter la récolte et elles seront inondées par des spéculateurs et commerçants de céréales des pays voisins. Il est donc nécessaire que cette mesure soit appliquée avec rigueur et vigilance en collaboration avec la communauté selon le journal pour qui le président du CNSP, le général Abdourahmane Tchani, doit impérativement être strict sur cette décision d'exportation des produits céréaliers du Niger pour éviter la crise alimentaire aux populations déjà meurtries par les sanctions injustes, iniques et illégitimes de la CEDEAO. En plus, l'État doit mettre les moyens et instruire l'OPVN pour acheter et stocker les différentes céréales afin d'éviter la pénurie et la spéculation, surtout pendant la période de soudure, conclut Le Temps. Récurrente inondation au Niger, s'adapter face aux aléas climatiques, titre dans sa rubrique Environnement Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que les graves inondations causées par les fortes précipitations continuent de provoquer d'importants dégâts sur l'ensemble du territoire national. Le bilan en perte de vies humaines s'est alourdi. À la date du 12 août, on comptait 129 décès, 126 blessés, plus de 28 000 ménages sinistrés, 23 619 maisons effondrées à travers le pays et la perte de 16 000 têtes de bétail. De plus, des dégâts sur des infrastructures routières ont également été signalés. À cela s'ajoute le risque majeur de la montée des eaux du fleuve du Niger qui tendent vers le seuil dangereux, c'est-à-dire le niveau d'alerte rouge. Une situation qui doit interpeller les autorités à prendre des dispositions idoines, notamment à l'endroit des populations riveraines, en particulier dans un contexte où les conditions météorologiques restent encore favorables au développement de systèmes pluvio-orageux sur les zones du fleuve, selon Niger Inter Hebdo. Le brutal de nouveau dans le pipeline, titre dans sa rubrique Écho, l'hebdomadaire L'Autre Républicain, qui nous apprend que cette semaine, le Bénin a autorisé de nouveau l'embarquement du brut nigérien à partir de la plateforme de Sémé-Podji. Les navires ont déjà accosté pour procéder à l'enlèvement du brut.
ce qui constitue un nouveau cap dans le règlement de la crise diplomatique et politique entre le Niger et le Bénin. L'autorisation par le Bénin de l'évacuation du Brit nigérien et la présentation des copies figurées de lettres de créance de l'ambassadeur du Bénin au Niger sont des signaux de dégel de la crise d'après le journal qui poursuit. Opérateurs économiques et populations attendent à présent que la junte rouvre la frontière commune pour faire montre de sa bonne volonté à décrisper les relations entre les deux pays. Le Niger, qui a contracté une avance de 400 millions de dollars avec la Chine, payable en un an avec un taux d'intérêt de 7%, a tout à gagner à ce que le pipeline fonctionne à plein régime, conclut l'autre républicain. Réunir lancement de la distribution d'engrais aux producteurs, booster la filière riz locale et améliorer les revenus des producteurs, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui la souveraineté alimentaire passera par le développement de la filière riz au Niger. Le général de brigade, chef de l'État, l'a très vite compris. Aussi, très tôt a-t-il déniché l'homme qu'il faut à la tête de la société riz du Niger. Sans perdre du temps, le commandant Moussa Adamou Illi, une fois aux commandes, s'est mis au travail. Le 17 août dernier, la société qu'il dirige avec beaucoup de dévouement vient de franchir un nouveau cap en vue de l'atteinte du double objectif qui lui a été assigné par sa hiérarchie. Booster la filière riz locale pour réduire considérablement la dépendance du pays en riz importé et améliorer les revenus des producteurs locaux. 35 000 tonnes d'engrais à distribuer aux producteurs locaux, c'est là une première d'après le témoignage d'un spécialiste de la filière riz qui ne manque pas de zoomer sur les difficultés antérieures traversées, notamment la léthargie qui a caractérisé le secteur pendant plusieurs années par faute de subventions de l'État, tel que rapporté par le Hérisson. Société nigérienne de logistique automobile Soniloga, des frais supplémentaires injustifiés, s'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que l'État du Niger, à travers la grande réforme intervenue par la mise en place du guichet unique automobile du Niger, par décret du 31 mai 2013, modifié et complété par un autre décret du 30 janvier 2014, qui précise son mode de financement et d'exploitation, avait mis en concession la délivrance des documents relatifs à l'immatriculation et la mise en circulation des véhicules importés au Niger. C'est à Soniloga que cette concession avait été attribuée en 2016. Soniloga a comme fondateur Yaou Idrissa, un Nigérien originaire du canton de Daragol dans le département de Terra et homme d'affaires ayant fait fortune en Côte d'Ivoire. C'était un contrat de partenariat public-privé d'une durée de 30 ans qui avait été signé entre l'État du Niger et Soniloga. Un arrêté du ministre des Transports de l'époque était intervenu pour fixer les frais d'entrée des véhicules importés au Niger. Le montant prévu sur cet arrêté ministériel était à l'époque de 115 000 francs CFA par véhicule. Mais par un avenant du concessionnaire, ce montant avait été porté à 120 000 francs par véhicule, soit 5 000 francs de différence. Or, si l'on considère le nombre de véhicules importés concernés depuis le démarrage effectif des activités de Soniloga en 2016 et qui en est aujourd'hui à la série BQ, l'on peut se rendre compte de l'étendue de cette majoration induite qui s'élèverait à plusieurs milliards de nos francs selon le journal pour qui, dans tous les cas, les derniers remous intervenus au niveau de Soniloga ayant conduit d'agents à la police judiciaire prouvent si besoin est que cette boîte ne ferait pas preuve d'une grande transparence dans l'exercice de ses activités. Il appartient donc à la tutelle, à savoir le ministère des Transports et de l'Équipement, de jeter un œil inquisiteur au niveau de Soniloga, qui serait loin d'afficher les vertus d'orthodoxe dans ses prestations, selon le Nouveau Républicain. Plaidoyer pour la réhabilitation du ministère des Enseignements et Formations techniques et professionnelles, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, d'après qui, fidèle à sa conviction que seule une priorisation des enseignements et formations techniques et professionnelles garantit à notre pays une main-d'œuvre qualifiée pour le développement socio-économique à travers les compétences des différents métiers enseignés. C'est pourquoi, fort de cette conviction, le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC avait, dès les premiers jours de la formation du gouvernement du CNSP, adressé à son Excellence Monsieur le Président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, une correspondance datée du 14 août 2023 pour plaider en faveur de la réhabilitation du ministère des Enseignements et Formations techniques et professionnelles en tant qu'entité ministérielle indépendante afin de mener de manière efficace, souple et visible la vision stratégique et spécifique du chef de l'État en matière de défis de prise en charge des projets structurants par les compétences nationales, selon le courrier qui rapporte les propos de l'auteur de la correspondance Mousselmi Malansita en ces termes. Nous plaidons par la présente auprès du chef de l'État le rétablissement de cette entité ministérielle dont la mission ne saurait se fondre dans l'autre sous-secteur afin de rendre visible le dispositif des enseignements et formations techniques et professionnelles et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Niger, pays des hommes responsables. Fin de citation. Réconciliation des Nigériens après Issoufou. La dynamique citoyenne sort de sa réserve. Sont-ils crédibles pour parler aux Nigériens?
S'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui nous apprend que né dans des conditions troubles au lendemain du coup d'état souverainiste du 26 juillet 2023 qui a balayé Bazoum Mohamed qui nourrissait un projet funeste pour déstabiliser un pays qui avait gratuitement pris en charge sa scolarité, ses soins de santé et son travail, la dynamique citoyenne pour une transition réussie, DCTR, est perçue d'un très mauvais œil par l'écrasante majorité des Nigériens. La DCTR repliée sur elle-même plusieurs mois durant face à la réticence affichée des populations qui désapprouvent et rejettent en bloc ses prêches pour une transition réussie, pendant que le CNSP concentre tous ses efforts dans la lutte contre le terrorisme et le bien-être des populations, elle refait subitement surface avec un nouveau agenda. Sur les traces d'Issifou, elle prévoit dans un communiqué de presse, entre autres, une caravane de la paix qui aura pour mission de sillonner tout le Niger, selon Le Monde d'aujourd'hui. Interview sur l'urbanisme à Dosso entre réglementation et défis, titre dans sa rubrique à Société Niger Times, qui nous apprend que le cadre juridique en vigueur à Dosso est conçu pour encadrer strictement l'aménagement du territoire. Cette rigueur légale est essentielle pour maintenir l'ordre dans le développement urbain et éviter les abus qui pourraient nuire à la communauté. Les autorités locales se trouvent néanmoins confrontées à un défi de taille, faire respecter ces lois de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Le manque de personnel qualifié pour surveiller et réguler les activités foncières dans toutes les localités est une limitation majeure. Ainsi, l'avenir de l'urbanisme à Dosso dépendra de la capacité des autorités à renforcer l'application des lois, à améliorer la coordination entre les différents acteurs et à sensibiliser la population. Malgré les défis actuels, le cadre législatif mis en place offre une base solide pour un développement urbain harmonieux et durable. L'enjeu est désormais de faire respecter ces règles pour transformer les ambitions en réalité tangible, selon Niger Times. Confédération de l'AES, nos dirigeants se dégonflent, s'exclame le bimensuel L'Étincelle, d'après qui, pour qu'un fait, un événement soit qualifié d'historique ou de révolutionnaire, il faudrait qu'il apparaisse dans l'histoire des peuples concernés comme une rupture par rapport à ce qu'ils ont connu par le passé ou un retour à quelque chose de vertueux qu'ils avaient vécu mais qui n'est plus d'actualité. À ce titre, peut-on dire que la réunion du 6 juillet de Niamey était un événement de portée historique? C'est demande le journal pour qui? Pour répondre à cette question, situons d'abord l'acte posé par les trois chefs d'État le 6 juillet 2024 à Niamey. Il s'agit, comme chacun sait, de signer le traité instituant une confédération d'États. Et chacun sait également qu'une confédération, c'est une association d'États souverains qui décide de déléguer certaines de leurs compétences à des organismes communautaires pour mettre en œuvre des politiques communes dans des domaines précis. Ainsi défini, il est évident que plusieurs de nos organisations sous-régionales et régionales actuelles répondent aux critères d'une confédération, même si elles n'emportent pas officiellement le label. C'est seulement dans le discours que nos gouvernements proclament leur ambition d'aller vers une fédération et que la confédération n'est que la première étape. Cette proclamation de foi pouvait convaincre les peuples du Sahel si l'histoire récente de l'Afrique indépendante ne les avait pas habitués et édifiés sur le sort des stratégies gradualistes de construction de l'unité politique de l'Afrique prônées par nos chefs d'État depuis des décennies, selon L'Étincelle. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.